le journal sur MTV+, au sommaire de l'actualité en Côte d'Ivoire, les agents du ministère de la Santé se sont mis en conclave à Yamoussoukro pour définir les perspectives 2024. Nous les évoquons dans cette édition. Et puis le Tchad a misé sur la formation de jeunes footballeurs à la base dans le but de promouvoir la jeunesse dans leur pays. Nous terminerons en Europe. Les eurodéputés ont adopté un texte pour défendre la liberté des médias. Bonsoir à tous et bienvenue. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Ngundiba, et la direction générale du ministère de la Santé se sont retrouvés pour 2 jours dans le cadre d'un séminaire à Yamoussoukro en vue de définir un plan d'action stratégique pour l'année 2024. Les principaux acteurs du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en conclave à Yamoussoukro. Un séminaire en vue de faire le bilan de l'année 2023 et de planifier les perspectives pour cette année 2024. À cette occasion, le ministre de tutelle Pierre Dimba réitère les 3 orientations de sa vision pour rendre le système de santé ivoirien plus efficace et plus résilient, notamment le renforcement de la gouvernance et le financement, améliorer l'accessibilité et la qualité des soins aux populations, intensifier la promotion de la santé et de la lutte contre les maladies. La santé est un pilier important du développement de notre pays, tel que voulu par le chef de l'État dans sa politique Côte d'Ivoire solidaire. Et donc, depuis bientôt 3 ans, nous travaillons à améliorer le système de santé de notre pays pour le rendre plus efficace et plus résilient. Satisfait du bilan de l'année 2023 présenté lors de ces séminaires, avec notamment la construction de plusieurs centres de santé, le renforcement de plateaux techniques, le recrutement de personnel médical, le premier responsable de la santé entend maintenir cette tendance du progrès du système sanitaire afin de contribuer au développement du pays. Pour le ministre Pierre Dimba, les dispositions pour relever les défis existent. Nous avons pris donc des dispositions pour relever les défis, parce qu'il y a encore des défis importants dans le secteur de la santé, et notamment pour accroître notre capacité d'absorption des financements que nous recevons, pour achever les chantiers en cours, tels que le programme hospitalier, pour achever la réforme hospitalière, pour que nos établissements fonctionnent à l'image des sociétés privées. Mais également, nous allons renforcer le déploiement de la couverture maladie universelle pour que partout en Côte d'Ivoire, ce soit effectif et que les gens puissent se soigner. Cette rencontre, essentiellement basée sur le bilan de l'année 2023 et la planification des perspectives de 2024 du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a été également le cadre pour mettre tout le personnel de santé en mission. Objectif, travailler pour le bien-être sanitaire de toutes les populations. Toujours en Côte d'Ivoire, les sénateurs de la 2e législature ont adopté le mercredi 13 mars 2024 à Yamoussoukro le premier calendrier de travail de l'année lors de la session 2024 tenue en présence de la présidente du Sénat, Kandia Camara. Les sénateurs sont en séance plénière pour se doter d'un calendrier de travail, celui de la première session 2024. Il couvrira la période du 13 mars au 19 juin. La séance plénière, présidée par Kandia Camara, présidente du Sénat, fait suite à la réunion de la conférence des présidents. Le calendrier de travail soumis comporte 14 projets de loi dans divers domaines: santé, construction, justice, budget, etc. Il a été approuvé par acclamation. Les 14 projets de loi passeront devant les commissions. Nous avons essentiellement 2 projets de loi. Je dirais un projet de loi et un débat d'orientation budgétaire. Le projet de loi concerne la dette et la politique de la dette en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous aurons le débat d'orientation budgétaire. Vous savez que la reprise chez nous en octobre concerne le vote de la loi de finances. Donc le débat d'orientation budgétaire qui se base sur le document de programmation budgétaire économique qu'on appelle le DPEP, qui est triennal.
nous permet d'avoir les grands ancrages au niveau de l'économie, au niveau des finances, qui nous permet d'apporter notre vision sur le budget qui va être mis en place à partir d'octobre. Pour le calendrier qui vient d'être adopté, nous verrons passer 3 ministres. Le ministre Bruno Nabagé Koné, le ministre Vagondo Diomandé et le ministre Demba Pierre, avec au total 5 projets de loi, au nombre desquels, cite pêle-mêle, l'organisation et le fonctionnement de l'ordre des chirurgiens dentistes, entre autres. Voilà un peu ce que nous aurons à débattre au niveau de notre commission. Le premier à se présenter sera le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba sera porteur des projets de loi portant exercice de la médecine et celui relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre national des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Restons encore un peu sur le territoire ivoirien à l'occasion de la journée de sensibilisation des apprenantes aux métiers industriels du 7 mars. Des jeunes filles ont été mobilisées à cette filière à l'initiative de la Direction générale de la formation initiale du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les détails dans cet élément. Si les jeunes filles représentent 51% des effectifs en formation professionnelle, elles ne sont que 16% à s'orienter dans les filières industrielles. Cette journée vise à les mobiliser davantage et à leur présenter les opportunités de formation et d'insertion professionnelle dans l'industrie. Laetitia Ouattara, vice-présidente de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire, partage avec elle son parcours professionnel. Elles ont les mêmes forces et les mêmes compétences que les hommes. Il ne faut pas qu'elles ne souffrent d'un quelconque complexe d'infériorité par rapport aux hommes dans ces filières-là qui sont dites réservées à des hommes ou en tout cas plus accessibles à des hommes. Donc il faudrait qu'elles brisent le plafond de verre, mais aussi qu'elles puissent être performantes et se démarquer par l'excellence de leur travail. Le certificat de qualification, le brevet de technicien, le BTS sont autant de formations proposées dans les métiers de la plomberie, de l'électricité industrielle et de la mécanique, entre autres, qui pourraient intéresser les jeunes filles. Il est bon, au travers de notre cellule de gens qui est rattachée au cabinet, de parler à nos apprenantes pour qu'elles s'intéressent et adresser aussi à nos jeunes filles qui sont encore dans les classes d'enseignement général de s'intéresser aux métiers professionnels qui sont des mines d'or du point de vue de l'insertion professionnelle. Le taux d'insertion dans les filières industrielles est de 80% selon le directeur général de la formation initiale. Nous disions en titre, la jeunesse a été le sujet principal pour la formation du football au Tchad. Pour cela, le gouvernement tchadien et les structures privées ont misé sur l'élaboration d'une stratégie pour promouvoir le football à travers des jeunes footballeurs à la base. Le Tchad mise sur la formation des jeunes à la base pour renforcer le niveau de son football et du championnat national. Plusieurs centres de formation privés, avec l'aide de l'État, recrutent et forment à travers le pays les jeunes de 10 à 15 ans. L'objectif est de créer une génération de footballeurs capables d'alimenter l'équipe nationale pour aller à l'assaut des compétitions internationales. Un défi réalisable, mais qui demande un engagement politique fort. Donc ce programme a commencé ici à N'Djamena pour détecter des jeunes talents de 10 à 15 ans. Nous avons continué ensuite à Mongo, région du Guéra, ensuite pour nous retrouver à Moundou, pour essayer de détecter les jeunes du pays, des jeunes des provinces, afin qu'on puisse les envoyer à la Kadji Academy. Mais pour certains spécialistes, le pays ne doit pas non plus oublier d'investir dans les infrastructures sportives et la modernisation des structures de formation, aussi bien pour les joueurs, les entraîneurs que les arbitres, pour impulser des nouvelles dynamiques. La reconstruction des clubs et de l'équipe nationale de football est devenue une politique nationale, mais des investissements publics massifs sont attendus par les acteurs du football. Il ne peut jamais avoir de sport sans des infrastructures. C'est même la raison pour laquelle nos activités sont suspendues. On devrait participer à la campagne africaine.
Champions League africaine et autres, on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas des infrastructures. Aller louer une infrastructure à l'extérieur coûte plus que construire une infrastructure au niveau national. Et donc à ça également, nos gouvernants doivent très rapidement réfléchir. Le stade Idriss Mamadouи a été pour une réflexion d'une année. Nous sommes à 3 ans aujourd'hui et ça ne travaille pas. Le stade de Paris-Congo, qui est devenu le socle de toutes les activités sportives, est en état de dégradation très avancé. C'est devenu même un risque, un terrain accidentel pour les sportifs. La FIFA a ordonné en février 2024 à la Fédération tchadienne de football de convoquer une assemblée extraordinaire afin de mettre sur pied une commission chargée d'organiser les élections pour le renouvellement de la fédération. Pour rappel, un comité de normalisation du football a été mis sur pied en 2021 suite à la crise interne de la fédération qui a bloqué le processus de renouvellement du staff. Un photographe qui traverse le temps au Cameroun, Nicolas Eyidi, est l'un de ces photographes d'indépendance qui a bien souvent la nostalgie de son temps. Voilà en effet 37 ans qu'il exerce la photographie, une activité qui pour lui a dépassé le cap d'un métier pour devenir une passion. Découvrons-le dans cet élément. Full frame qui prend le film 120. Du haut de ses 69 ans, Nicolas Eyidi est un photographe dont l'objectif a capté bien l'événement du Cameroun depuis des décennies. Près de 53 ans qu'il exerce la photographie, une activité qui a dépassé le cap des métiers pour devenir une passion qu'il a développée tout jeune près de son oncle paternel. Depuis les années 70, j'ai commencé à faire de la photographie. Je me suis inspiré de mon oncle qui était photographe et qui faisait de la magie, comme on disait avant, quoi. Donc ça m'a plu d'être dans son laboratoire noir et blanc et c'est là que je me suis accroché jusqu'à aujourd'hui. L'homme acquiert de l'expérience dans les années 70 au point de devenir l'un des experts de la photographie au Cameroun. Dans les années 80, il travaille pour le groupe Procolor, l'un des géants de l'industrie de la photographie du Cameroun, avant de se mettre à son propre compte. Il installe ses quartiers à Akwa, puis au quartier d'Eido et en 2019 à Ndobong dans son village natal. Aucune image n'est indifférente à ce groupe d'auteurs qui photographie les murs, les troncs d'arbres, les animaux, les fleurs, les paysages, les roues de voiture. Bref, rien ne passe inaperçu devant sa caméra. Il filme tout ce qu'il voit en y ressortant le côté mystérieux et artistique. Les flous artistiques, j'aime bien. Ça fait fantôme, ça fait un peu déliré, quoi. Et inspiré aussi d'un photographe américain qui ne faisait que des photos floues dans les métros. Et c'est l'un des meilleurs photographes au monde, quoi. Ces photos, il les offre à voir dans le cadre d'expositions qu'il organise à travers le monde et parfois depuis son laptop posé sur sa table de bureau, juste derrière l'entrée de son salon. Le photographe compte finaliser un projet sur la formation des jeunes désœuvrés. Je vais commencer à construire un bâtiment pour ça, pour la formation des jeunes. Diminue complètement. C'est-à-dire, je vais les former en photographie, mais en m'adressant uniquement aux orphelinats et aux enfants de la rue. Je pense qu'ils ont des responsables dans tout le pays et les former gratuitement parce que j'ai aussi besoin de participer un tout petit peu au développement de la photographie. Aujourd'hui, Nico le magicien pour les intimes vit une vie tranquille auprès de sa famille en Ndobong. Sa banque d'images compte environ 100 000 photos à ce jour, réparties à une centaine de thèmes. De l'autre côté du globe, en Irlande, face à l'augmentation de la demande de protection internationale, les conditions se sont détériorées pour les demandeurs d'asile. Des épidémies de Galles et des maladies respiratoires ont été signalées parmi les personnes qui campent au siège de l'Office des demandes d'asile à Dublin. En Irlande, à cause du manque de place en centre d'hébergement, des centaines de demandeurs d'asile sont contraints de dormir dehors, comme ici à Dublin, où près de 150 tentes s'entassent dans les rues de la ville. Ces conditions de vie difficiles entraînent des conséquences sur la santé physique et mentale de ces personnes. Les autorités sanitaires ont également signalé une recrudescence des maladies comme la gale. We get very easy sick illnesses because of sanitary condition almost impossible. For toilet, you must find out somewhere in Dublin City there is no toilet, public toilet.
no public shower. Dealing with such things is very, very difficult. In a situation like this with no opportunity for sanitation and no availability of washing machine facilities to do hot washes for their bedding and their clothes, it's going to be very difficult to treat, and it's quite contagious. So with everyone living on top of each other with these poor conditions, that's going to be very difficult to get on top of. Face à cet enjeu majeur de santé publique, le think tank Social Rights Ireland, dont les bénévoles viennent en aide aux demandeurs d'asile, ont alerté les autorités irlandaises sur l'aggravation de la situation sanitaire de ces derniers. En Irlande, depuis quelque temps, les demandes d'asile sont en augmentation. Le Parlement européen a adopté mercredi une loi sur la liberté des médias pour protéger les journalistes, lutter contre les ingérences politiques dans les décisions éditoriales et renforcer la transparence sur la priorité des organes de presse. The Commission recalls that when taking such a decision, it is bound by strict timelines and conditions set out in the applicable union legislation. Hungary had submitted all evidence the Commission had required to show the independence of its judiciary. The Commission is therefore under a legal obligation to adopt this decision. The Commission considers that it acted in full compliance with EU law and will defend its decision before the EU court. C'est ici que prend fin cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.